Dès que le vieux pick-up s'est arrêté dans le champ, les hommes ont commencé à rire. C'est cette gamine qui va bouger un semoir de 4 millions d'euros, même 20 ingénieurs agronomes n'y sont pas arrivés, a crié le contremaître, s'attendant déjà au spectacle de l'humiliation. Mais quand la jeune Léa a simplement touché la machine enfoncée dans la boue et murmuré « Il y a quelque chose ici, quelque chose que personne n'a vu », le châtelain est devenu pâle sur le champ. Et avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, Léa a demandé le silence. Et ce qu'elle a découvert a coupé le souffle de tous, mais personne là-bas n'imaginait ce qui allait suivre. « Hé mon ami, ne quitte pas la vidéo maintenant. Abonne-toi à la chaîne Moteurs et Espoir, et dis-moi dans les commentaires de quelle région de France tu regardes cette histoire. J'ai vraiment envie de savoir. Vous avez déjà vu un semoir de précision John Deere? Je ne parle pas de ces petites machines qu'on voit dans les jardins potagers. Non, je parle d'un colosse de métal et de technologie. 18 tonnes d'ingénierie agricole avec système hydraulique informatisé, GPS de dernière génération et capacité de planter 48 rangs simultanés de blé avec une précision millimétrique. Un équipement qui coûte 4 millions d'euros. 4 millions, c'est le prix d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris. Vous comprenez? Eh bien, en octobre 2023, au cœur de la saison des semailles de blé, cette machine gigantesque était complètement bloquée au milieu d'un champ du domaine de Bellevue, commune de Chartres, en Beauce. Et quand je dis bloqué, mes chers amis, je ne parle pas d'un petit problème simple. Ce monstre d'acier était littéralement enfoncé jusqu'aux essieux dans la terre argileuse de Beauce, immobile, avec tous les systèmes hydrauliques bloqués, gaspillant 30 000 € à chaque heure d'arrêt. 30 000 € par heure. Vous arrivez à imaginer? C'est plus que ce que beaucoup de gens gagnent en une année entière de travail honnête. Et là se tenait le châtelain Arnaud de Fontaine, 58 ans, propriétaire du domaine de Bellevue, un homme qui avait hérité des terres de son grand-père et de son père, agrandi l'empire avec de l'argent et de l'influence politique, mais qui n'avait jamais, au grand jamais, mis ses propres mains dans la terre. Arnaud n'était pas un vrai châtelain avec titre de noblesse, mais il adorait ce titre honorifique que les hommes riches de province adorent utiliser pour se sentir importants, pour marquer leur territoire social. Il portait un chapeau en cuir véritable, des bottes italiennes faites sur mesure qui coûtaient le salaire mensuel de 3 ouvriers agricoles, et conduisait un pick-up Ford Ranger blindé noir avec vitres teintées et climatisation qui gelait comme un congélateur. Mais à ce moment-là, même avec toute cette ostentation, le châtelain Arnaud était désespéré, absolument désespéré, parce que les prévisions météorologiques annonçaient des pluies torrentielles pour les prochaines 72 heures. Et si ces pluies arrivaient avant que le blé ne soit semé, la fenêtre de plantation se fermerait. Des semaines de retard, des pertes de millions, peut-être la perte complète de la récolte de cette année. Et l'orgueil du châtelain Arnaud, cet orgueil immense qu'il portait comme un bouclier, serait écrasé publiquement devant tous les producteurs de la région. Au cours des 3 derniers jours, il avait convoqué 20 professionnels, 20 ingénieurs agronomes avec doctorat en mécanisation agricole, des techniciens spécialisés certifiés par John Deere elle-même, des consultants internationaux venus de Paris qui facturaient des fortunes par heure de conseil. Des gens qui présentaient des diplômes encadrés, des CV impressionnants, de l'expérience dans des dizaines de pays. Et aucun d'entre eux, aucun, n'a réussi ne serait-ce qu'à identifier avec précision ce qui se passait avec ce semoir. Certains parlaient de défaillance du système de traction, d'autres de surcharge du module hydraulique principal, d'autres encore mentionnaient des problèmes dans le logiciel de contrôle. Des théories, et encore des théories, mais aucune solution. La machine restait là, enfoncée, immobile, saignant de l'argent à chaque seconde. C'est alors que le gérant du garage agricole de José, une petite entreprise de maintenance d'équipements ruraux située en périphérie de Chartres, a reçu l'appel. José Dupont, un homme de 62 ans, mécanicien de génie qui connaissait les moteurs depuis l'âge de 12 ans, a décroché le téléphone et entendu le contremaître du domaine pratiquement supplier pour de l'aide.
Monsieur Dupont, la situation ici est critique. 20 professionnels n'ont pas réussi. Le châtelain devient fou. Envoyez votre meilleur mécanicien. Urgent. José Dupont a regardé autour de son atelier. La plupart de son équipe était sur le terrain, répondant à d'autres urgences de la saison des semailles. Il ne restait qu'une seule personne disponible, Léa Moreau, 24 ans. Cheveux châtains, toujours attachés en queue de cheval pratique. Visage avec des taches de graisse qu'elle ne se souciait même pas de nettoyer complètement. Main petite, mais incroyablement forte, calleuse à force de travail. Léa portait une combinaison bleue de mécanicien, 3 tailles au-dessus de la sienne. C'était ce qui était disponible quand elle avait commencé à travailler là à 17 ans. Et elle ne s'était jamais souciée d'en changer. Le fonctionnel était ce qui comptait. Elle était à ce moment-là accroupie à côté d'un vieux tracteur Massey Ferguson, les mains sales d'huile jusqu'au coude, ajustant la pompe d'injection avec une patience presque méditative. Léa avait une caractéristique unique, quelque chose qui impressionnait tous ceux qui travaillaient avec elle, une capacité quasi surnaturelle de comprendre les machines. Ce n'était pas seulement de la connaissance technique de manuel, c'était quelque chose de plus profond. Elle écoutait le ronronnement d'un moteur diesel et pouvait identifier exactement quel composant défaillait. Elle touchait une pièce hydraulique et percevait des variations de température qui indiquaient des problèmes internes avant même qu'aucun équipement de diagnostic ne puisse les détecter. 7 ans d'expérience, depuis ses 17 ans, quand elle avait convaincu José Dupont de lui donner sa chance, même si elle était trop jeune et une fille dans un métier d'homme. 7 ans à apprendre, à se tromper, à réussir, à réparer des machines que d'autres avaient abandonnées. 7 ans à prouver tous les jours que le talent n'a pas de genre. Léa, appela José Dupont, la voix chargée d'inquiétude. J'ai besoin que tu ailles au domaine de Bellevue. C'est une urgence. Semoir John Deere bloqué. Léa s'est levée, a essuyé ses mains sur un chiffon déjà encrassé et a hoché la tête. D'accord, monsieur Dupont. Je vais prendre les outils. Léa, José a hésité. Il connaissait la réputation du châtelain Arnaud, connaissait les contremaîtres du domaine, connaissait l'environnement machiste et agressif de cet endroit. Fais attention, d'accord? Ces gens-là, ils ne vont pas bien te traiter. Juste parce que tu es... Tu sais. Je sais, monsieur Dupont. Léa a souri légèrement, un sourire fatigué de quelqu'un qui avait déjà entendu cela des dizaines de fois. Mais la machine ne se soucie pas de savoir si celui qui la répare est un homme ou une femme. Un moteur est un moteur, l'hydraulique est l'hydraulique. Je sais ce que je dois faire. 40 minutes plus tard, le pick-up de l'atelier, un vieux Renault Master blanc avec plus de 15 ans d'utilisation et la carrosserie cabossée en 3 endroits différents, est entré par les portes du domaine de Bellevue. Léa conduisait lentement, observant l'immensité de cette propriété. Des milliers d'hectares de terre, des silos de stockage qui ressemblaient à des immeubles, des hangars gigantesques avec des machines de dernière génération. Richesse, pouvoir, tout cela construit sur la terre, la sueur et, comme elle allait bientôt le découvrir, beaucoup d'orgueil. Elle s'est garée près de l'endroit où le semoir était bloqué. Et là se trouvait un groupe de plus de 30 personnes. Les 20 professionnels qui avaient échoué ces derniers jours, certains portant encore des chemises et des cravates, complètement déplacés dans cet environnement de champ. Des ouvriers agricoles curieux. Et le contremaître du domaine, Vincent Mercier, 52 ans, ancien champion de rodéo qui avait gravi les échelons grâce à sa loyauté aveugle envers le châtelain Arnaud. Vincent était un homme grand, épaules larges, mains énormes, voix grave qu'il utilisait comme instrument d'intimidation. Il a vu Léa descendre du pick-up et son expression est passée instantanément de l'espoir au mépris absolu. « Quelle blague c'est ça !» Vincent a marché vers elle à grands pas lourds. Le garage de José a envoyé une gamine. Léa a respiré profondément. Elle s'attendait à cela. « Bonjour, je suis Léa Moreau, mécanicienne agricole. Je suis venue résoudre le problème du semoir. » Des rires venant de plusieurs des hommes présents. Ce n'étaient pas des rires de joie, c'étaient des rires de moquerie, d'incrédulité cruelle. Mécanicienne agricole.
Vincent a croisé les bras, la poitrine gonflée. « Ma petite, tu sais combien pèse un semoir John Deere ? 18 tonnes. 20 professionnels avec doctorat n'ont pas réussi à bouger cette machine. Et tu penses que tu vas y arriver ? » « Je ne sais pas si j'y arriverai, » Léa a répondu calmement, « mais je suis venu essayer. » C'est alors que le pick-up Ford Ranger noir s'est garé brutalement, soulevant de la poussière. La porte s'est ouverte et le châtelain Arnaud de Fontaine est descendu, chapeau en cuir, lunettes de soleil miroir, expression furieuse. « Qu'est-ce qui se passe ici, Vincent ?» Sa voix coupait l'air comme un fouet. « Où est le mécanicien ?» Vincent a pointé Léa avec un sourire malveillant. « Il est arrivé, patron. C'est elle. » Le châtelain Arnaud a enlevé ses lunettes de soleil lentement et a regardé Léa de haut en bas, avec un mépris si palpable qu'il était presque physique. « Vous vous moquez de moi ? C'est une sorte de plaisanterie ? » « Non, monsieur. » Léa a maintenu sa voix ferme. « Je suis mécanicienne du garage de José. Et moi, je n'ai pas demandé une femme. » Le châtelain a explosé. « J'ai demandé le meilleur mécanicien disponible. Je perds 30 000 € par heure et on m'envoie une gamine qui n'a probablement jamais vu un semoir de ce gabarit de sa vie. » Silence pesant. Tous les présents observaient, certains avec pitié, d'autres avec cette satisfaction morbide de ceux qui assistent à l'humiliation d'autrui. C'est alors que Vincent Mercier a eu une idée cruelle, calculée. Il s'est approché du châtelain Arnaud et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Les yeux d'Arnaud ont brillé et alors il a souri, un sourire terrible. « Vous savez quoi, Vincent ? Vous avez raison. » Le châtelain a regardé Léa à nouveau. « Je vais te laisser essayer, ma petite. Tu peux commencer. » Léa a froncé les sourcils, surprise par ce changement soudain d'attitude. « Sérieusement, monsieur ? » ?»« Très sérieusement. » Arnaud a fait un geste large pour tous les présents. « Tout le monde, faites attention. Vous tous ici. La petite va essayer de bouger le semoir. Je veux que tout le monde voie, filmez même. Cela servira de leçon. » Et là était la cruauté. Le plan n'était pas de laisser Léa réparer la machine. Le plan était de transformer son échec, l'échec qui, dans leur tête, était inévitable, en un spectacle public, une leçon pratique que certaines professions, certains travaux n'étaient pas pour les femmes. Léa a tout compris à cet instant. Elle a vu le piège, senti le poids de cette situation. Mais elle n'a pas reculé. « D'accord, » elle a dit doucement, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. « Allons-y !» Et elle a marché vers le semoir immobile, portant sa boîte à outils, tandis que 30 pères Dieu la suivaient, attendant ce qu'ils croyaient être un échec annoncé. Vous devez comprendre une chose sur les semoirs de précision modernes. Ce ne sont pas simplement des machines pour planter des graines dans le sol. Ce sont des ordinateurs géants sur roues, des systèmes intégrés d'hydraulique, de pneumatique, d'électronique et de mécanique, travaillant en parfaite synchronie. Le John Deere DB120, le modèle spécifique qui était bloqué dans ce champ, avait 48 rangs de plantation, chacun contrôlé individuellement par des capteurs qui mesuraient la profondeur, l'espacement, la pression de compactage du sol et même l'humidité en temps réel. Et ce colosse de technologie était complètement immobile, enfoncé dans la terre argileuse de Beauce, sous le soleil brûlant d'octobre, qui faisait trembler l'air au-dessus du capot métallique. Léa a marché jusqu'à la machine à pas lents et mesurés. Elle n'a pas couru, n'a pas montré de précipitation, et cela, mes chers amis, a profondément irrité le châtelain Arnaud, qui s'attendait à la voir désespérée, pressée, perdue. « Allez, ma petite !» Vincent Mercier a crié derrière elle. « Mais où tu vas rester là à admirer le paysage ? Le temps, c'est de l'argent, 30 000 € à chaque heure. » Léa n'a pas répondu. Elle savait que répondre serait tomber dans leur jeu. Alors, elle a simplement continué à marcher, observant le semoir sous tous les angles. Elle regardait les pneus enfoncés, 4 pneus arrière jumelés, chacun de plus de 1,80 m de hauteur, enterrés jusqu'à presque la moitié dans le sol détrempé. Elle regardait la structure de la barre de semis, les réservoirs de graines, le système de distribution pneumatique.
Les 20 professionnels qui avaient échoué ces 3 derniers jours observaient avec un mélange de curiosité et de dédain. L'un d'eux, un ingénieur agronome appelé Dr Sébastien Moreau, avec plus de 30 ans d'expérience et un doctorat de l'Université de Lyon, a murmuré aux collègues à côté de lui. Elle n'a même pas apporté d'équipement de diagnostic. Comment va-t-elle identifier le problème sans connecter un ordinateur au système? Elle ne va pas, le collègue a répondu avec un sourire cynique. Elle est venue de bonne foi, la pauvre, mais elle va partir d'ici, la queue entre les jambes, comme les autres. Certains des ouvriers agricoles du domaine observaient en silence, assis à l'ombre d'un tracteur proche. Ils ne riaient pas comme les autres. Il y avait quelque chose de différent dans leurs yeux, peut-être une curiosité genuine. Peut-être l'espoir que quelqu'un, n'importe qui, réussisse à résoudre ce problème qui paralysait le travail de tous. Léa s'est finalement arrêtée à côté du semoir, a posé la boîte à outils par terre, s'est accroupie et a commencé à toucher la structure métallique avec ses mains. Elle faisait glisser ses doigts sur les connexions hydrauliques, sentait la température des tuyaux à haute pression. Elle écoutait avec une attention presque surnaturelle. Elle prit pour la machine. Un des techniciens s'est moqué, provoquant des rires. Peut-être qu'elle demande un miracle, un autre a complété. Mais Léa continuait. Elle s'est déplacée sur le côté du semoir où se trouvaient les cylindres hydrauliques principaux, responsables de lever et d'abaisser toute la barre de semis. Elle a touché chaque cylindre, a pressé légèrement, a testé la résistance. Puis elle s'est déplacée vers l'arrière, où le système pneumatique de distribution de graines était installé. Et c'est là qu'elle s'est arrêtée. Elle est restée complètement immobile pendant presque une minute entière, la main sur un des réservoirs de pression pneumatique, sentant, écoutant, traitant des informations que personne d'autre ne pouvait percevoir. Le châtelain Arnaud devenait impatient. « Tu vas rester là à caresser la machine toute la journée ? Parce que si c'est le cas, je te renvoie maintenant. » Pression asymétrique dans le système hydraulique, Léa a dit soudainement, la voix calme mais ferme, coupant la parole du châtelain. Elle s'est retournée pour faire face au groupe. Le cylindre hydraulique numéro 3 du côté gauche fonctionne avec 140 bars de pression, tandis que les 3 autres fonctionnent avec 90 bars. Cette différence a créé une torsion dans la structure de la barre de semis, bloquant le mécanisme d'élévation. Silence absolu. Dr Sébastien Moreau a fait un pas en avant, le front plissé. « Comment pouvez-vous savoir cela sans connecter un manomètre au système ?»« Température. » Léa a répondu simplement. « Le cylindre 3 est 10 degrés plus chaud que les autres. Une pression excessive génère de la chaleur. Et le son ?» Elle a fait une pause. « Quand j'ai touché la ligne hydraulique principale, le son de la résonance interne était différent. Le fluide, sous pression excessive, vibre différemment. » Un autre silence. Mais maintenant, ce n'était pas un silence de moquerie. C'était un silence de choc, parce que ce qu'elle venait de dire avait du sens technique, du sens réel. Vincent Mercier, cependant, n'allait pas lâcher prise. « Belle théorie, ma petite. Mais la théorie ne fait pas bouger. N'importe qui peut inventer une belle explication. Je veux voir si ça marche. » Je n'ai pas terminé. Léa a continué, ignorant la provocation de Vincent. Elle a marché jusqu'à l'avant du semoir, où se trouvait la cabine de commande. Le problème hydraulique est une conséquence, pas une cause. La cause racine est dans le système de contrôle pneumatique. Les capteurs de pression des lignes de semis envoient des signaux contradictoires à l'ECU, l'unité de contrôle électronique. Spécifiquement, les lignes 22 à 28 du côté droit enregistrent une pression pneumatique de 6 bars, alors que la norme opérationnelle est de 4,5 bars. Dr Sébastien a regardé son collègue, incrédule. C'est impossible à diagnostiquer sans équipement. La pression pneumatique excessive, Léa a poursuivi, maintenant avec plus de confiance parce qu'elle percevait qu'elle était prise au sérieux, force le système hydraulique compensatoire à travailler au-dessus de sa capacité nominale. L'ordinateur de bord essaie de corriger la distribution du poids pour maintenir la barre de semis nivelée, mais quand il rencontre une résistance dans le sol, dans ce cas,
terre argileuse, humide, avec haute densité, il bloque tous les systèmes de sécurité simultanément. C'est un mécanisme de protection. La machine s'arrête complètement pour ne pas se casser. « Mon Dieu !» un des techniciens a murmuré. « Elle a raison. C'est exactement ce que nous avons essayé d'expliquer au châtelain il y a 3 jours, mais nous n'avons pas pu le prouver parce que nous n'avions pas accès à l'historique complet des données du système. » Le châtelain Arnaud, qui jusqu'à ce moment observait avec une expression de supériorité, était maintenant légèrement mal à l'aise, légèrement nerveux, parce que Léa décrivait quelque chose qu'il savait, au fond de son cœur, être vrai. « D'accord, » il a dit rapidement. « Tu as de belles théories techniques, mais ça ne résout pas mon problème. La machine reste bloquée. Tu peux réparer ou non ?» Léa l'a regardé directement dans les yeux. « Je peux. Mais avant, je dois vous poser une question, monsieur. Avez-vous modifié les configurations d'usine de ce semoir ?» Le châtelain Arnaud est devenu pâle, visiblement pâle. Quel genre de question est-ce? Une question technique. Léa a répondu, la voix toujours calme. Parce qu'une pression pneumatique de 6 bars dans des lignes de semis qui devraient fonctionner à 4,5 n'arrive pas par accident. C'est une modification intentionnelle. Quelqu'un a reprogrammé le système. Je n'ai touché à rien. Arnaud a explosé, mais sa voix avait quelque chose de différent maintenant. Elle avait de la peur. Cette machine est venue comme ça de l'usine. Non, monsieur. Léa est montée sur le marchepied du semoir avec une agilité surprenante. Elle a ouvert la porte de la cabine, est entrée et est allée directement au panneau de contrôle. Avec des mouvements précis, elle a retiré un couvercle de protection et a accédé à l'unité de contrôle électronique, une boîte noire de la taille d'un gros livre, pleine de connecteurs et de puces. Et alors, sous les yeux de tous, elle a extrait un petit module, une puce de performance, un dispositif de reprogrammation électronique non autorisé par le fabricant. Léa est descendue de la cabine en tenant cette puce comme s'il s'agissait d'une preuve criminelle. C'est ça, tout le monde, puce de performance illégale. Elle force le système pneumatique à fonctionner avec une pression plus élevée pour que le semoir travaille plus vite. Il plante plus de graines par minute, augmente la vitesse opérationnelle jusqu'à 25%. Dr Sébastien Moreau a écarquillé les yeux. Mais c'est annule complètement la garantie d'usine. Et c'est extrêmement dangereux. Le système n'a pas été conçu pour fonctionner avec cette pression. Exactement, Léa a confirmé. Et quand ce semoir modifié a rencontré une résistance dans le sol humide, le système est entré en panne. Les capteurs ont détecté une surcharge, l'ordinateur a tout bloqué et la machine s'est enfoncée. C'est ce qui s'est passé. Tous les yeux se sont tournés vers le châtelain Arnaud. Et il était détruit, complètement exposé. L'expression d'arrogance avait disparu. À sa place, il y avait une honte pure. Je voulais juste, il a bégayé. Je voulais gagner du temps dans l'opération, être plus efficace, planter plus vite que les autres producteurs. Je ne pensais pas que vous ne pensiez pas, Léa a dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas une accusation, mais une tristesse genuine. Les astuces ne remplacent pas la compétence. Et vouloir aller plus vite que ce qui est sûr finit toujours par avoir un prix. Vincent Mercier était muet, complètement muet. Il ne savait pas quoi dire, ne savait pas comment réagir. La gamine qu'il avait raillée venait de faire ce que 20 professionnels n'avaient pas réussi. Diagnostiquer le vrai problème et exposer la vérité que le châtelain Arnaud avait cachée pendant 3 jours. Les ouvriers agricoles ont commencé à chuchoter entre eux. Les mots se répandaient comme un feu. Elle a découvert. Le patron a installé la puce illégale. C'est pour ça que personne n'a pu résoudre. La jeune est vraiment bonne. Dr Sébastien Moreau s'est approché de Léa, la voix basse presque révérente. Comment avez-vous réussi à diagnostiquer tout cela sans équipement? Léa a souri légèrement, un sourire fatigué. 7 ans à travailler avec des machines agricoles, docteur. Mon père était mécanicien. Mon grand-père était mécanicien. J'ai grandi en écoutant les moteurs,
en sentant les systèmes hydrauliques, en apprenant que les machines nous parlent si on sait écouter. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'expérience, c'est de l'attention, c'est du respect pour la machine et pour le métier. Votre père a dû être un grand maître, Dr Sébastien a dit avec une admiration genuine. Il l'était, Léa a répondu doucement, et une ombre de tristesse est passée dans ses yeux. Il est décédé il y a 5 ans, mais il m'a tout appris avant de partir. Le châtelain Arnaud était appuyé contre le pick-up Ford Ranger, la tête basse, incapable de regarder qui que ce soit. Il avait transformé cela en un spectacle d'humiliation pour Léa. Et maintenant, c'était lui qui était humilié, exposé, démasqué devant 20 professionnels, des ouvriers et son propre contremaître. Et maintenant, Vincent a finalement réussi à demander, la voix rauque. Qu'est-ce qu'elle va faire? Léa a rangé la puce illégale dans la poche de sa combinaison. Maintenant, elle a dit avec une détermination renouvelée, je vais sortir ce semoir de la boue. Je vais retirer les modifications illégales, rétablir les configurations d'usine et laisser cette machine fonctionner comme elle devrait fonctionner depuis le début, sans astuce, sans raccourci, de la bonne manière. Et là, à ce moment, quelque chose a changé. La moquerie s'était transformée en respect silencieux. L'incrédulité était devenue admiration. Et le spectacle d'humiliation, planifié par le châtelain Arnaud et Vincent Mercier, s'était complètement retourné contre eux. Parce que Léa Moreau, la gamine qu'ils avaient essayé de ridiculiser, venait de prouver que le talent, la connaissance et la dignité n'ont absolument rien à voir avec le genre, l'âge ou l'apparence. Et le plus impressionnant de tout, mes chers amis, c'est qu'elle avait fait cela avec calme, avec respect, sans chercher la vengeance ou l'humiliation en retour. Elle avait simplement fait son travail, et elle l'avait fait avec excellence. Si cette histoire vous plaît, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à Moteur et Espoir. Dis-moi dans les commentaires de quelle région de France tu nous regardes. Vous savez quelle est la différence entre la connaissance théorique et l'expérience pratique. La connaissance théorique, vous l'apprenez dans les livres, dans les manuels, dans les salles de classe avec climatisation. L'expérience pratique, vous la conquérez avec les mains sales de graisse, les genoux écorchés sur le sol de l'atelier, des heures et des heures à résoudre des problèmes qu'aucun manuel n'enseigne. Et c'est exactement cette différence qui a séparé Léa Moreau de ces 20 professionnels hautement qualifiés qui avaient échoué ces 3 derniers jours. Léa est retournée à son pick-up Renault Master et a ouvert le haillon arrière. De là, elle a commencé à sortir des équipements qui ont fait froncer les sourcils à plusieurs des présents avec doute. Ce n'étaient pas des outils conventionnels de diagnostic électronique, ce n'étaient pas des ordinateurs portables avec des logiciels spécialisés. C'étaient des outils lourds, concrets, du type qui exige de la force physique et une connaissance profonde de la mécanique pure. 2 crics hydrauliques bouteilles, chacun avec une capacité de 20 tonnes. 4 câbles d'acier tressés à haute résistance, du type utilisé dans les opérations de sauvetage industriel, avec des crochets renforcés aux extrémités. Un ensemble de cales en bois massif traités, coupés à des angles spécifiques, des valves de décharge de pression hydraulique, des clés dynamométriques calibrées, et une boîte à outils manuelle qui semblait avoir été transmise de génération en génération, parce qu'en fait elle l'avait été. C'étaient des outils du père de Léa, et avant lui, de son grand-père. Elle va essayer de soulever le semoir à la force brute, un des techniciens a demandé incrédule. Ce n'est pas de la force brute, Dr Sébastien Moreau a répondu, observant maintenant avec une attention genuine. C'est de la physique appliquée. Elle va redistribuer le poids, alléger la pression sur les points d'appui et créer de l'espace pour libérer la machine. C'est ingénieux en fait. Léa a commencé à travailler et vous devez comprendre, mes chers amis, que ce qui s'est passé dans les 20 minutes suivantes a été une leçon magistrale de compétences techniques. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de l'improvisation désespérée, c'était de la méthode, de la précision et des années d'expérience condensées dans chaque mouvement.
D'abord, elle est allée à la cabine du semoir à nouveau, mais cette fois avec un objectif différent. Elle a reconnecté l'unité de contrôle électronique, sans la puce illégale bien sûr, et a allumé seulement le système auxiliaire d'énergie. Ce n'était pas pour bouger la machine encore, c'était pour avoir accès aux commandes hydrauliques individuelles de chaque cylindre. « Je dois purger le système hydraulique », elle a expliqué à voix haute. Pas parce que quelqu'un avait demandé, mais parce qu'elle savait que tout le monde observait. Et une partie d'elle, cette partie qui avait grandi en entendant que les femmes ne comprennent pas la mécanique, voulait que tous comprennent exactement ce qu'elle faisait. Le cylindre 3 du côté gauche a une pression excessive. Si j'essaie de bouger la machine comme ça, je vais endommager le joint interne et la réparation va coûter plus de 50 000 €. Alors d'abord, j'égalise les pressions. Elle a connecté une valve de décharge sur la ligne hydraulique du cylindre problématique. C'était une procédure délicate, parce que le fluide hydraulique sous haute pression peut jaillir avec une force suffisante pour couper la peau humaine. Léa a travaillé avec des mouvements lents, précis, utilisant une clé dynamométrique pour desserrer l'ajustement, juste ce qui était nécessaire. Un sifflement aigu d'air comprimé s'est échappé. Le fluide hydraulique a commencé à goutter dans un récipient qu'elle avait positionné en dessous. Goutte à goutte contrôlée. Elle observait un manomètre portable connecté à la ligne, attendant que la pression baisse de 140 bars à 90 bars. 5 minutes. 5 minutes de silence tendu, seulement avec le son du fluide qui gouttait et le vent chaud d'octobre qui soufflait à travers le champ. Personne ne plaisantait maintenant. Personne ne riait. Tous observaient simplement cette jeune femme de 24 ans travailler avec une assurance que beaucoup d'entre eux, même avec des décennies d'expérience, ne possédaient pas. « Prêt », Léa a dit, fermant finalement la valve. « Pression égalisée. Maintenant je peux travailler avec la structure. » Elle a positionné les 2 crics hydrauliques à des points stratégiques sous la structure de la barre de semis. Ce n'étaient pas des points aléatoires. Elle avait choisi exactement où la structure métallique était la plus renforcée, où le poids pouvait être distribué sans risque de déformation. Elle a commencé à pomper les crics, alternant entre l'un et l'autre pour maintenir l'équilibre. Le semoir a commencé à grincer, un son métallique profond, presque un gémissement, comme si la machine se réveillait d'un sommeil forcé. Les pneus arrière, qui étaient enfoncés jusqu'à presque la moitié dans la terre argileuse, ont commencé à bouger. Des millimètres d'abord, juste des millimètres. « Ça ne va pas marcher », Vincent Mercier a murmuré, résistant encore à la réalité de ce qu'il voyait. 18 tonnes ne se bougent pas avec 2 crics. Mais Léa n'essayait pas de soulever le semoir complètement. Elle créait de l'espace, assez d'espace pour positionner les cales en bois sous les pneus, créant des surfaces solides là où il n'y avait que de la boue molle. C'était comme construire une fondation temporaire, un chemin solide pour que la machine s'échappe. « J'ai besoin de 4 hommes », elle a dit, se tournant vers les ouvriers agricoles qui observaient. « Des volontaires. » Il y a eu une hésitation de quelques secondes. Pas parce qu'ils doutaient d'elle, plus maintenant, mais parce qu'ils ont regardé instinctivement le châtelain Arnaud et Vincent Mercier, attendant la permission. Cette hiérarchie était si enracinée que même en voulant aider, ils attendirent l'autorisation. « Allez-y », le châtelain a dit, la voix basse, vaincu. Il était appuyé contre le pick-up, bras croisés, observant son empire d'orgueil s'effondrer. 4 ouvriers se sont approchés. Léa les a guidés calmement, expliquant exactement ce que chacun devait faire. 2 tiendraient les câbles d'acier quand elle les attacherait à la structure du semoir. Les 2 autres aideraient à repositionner les cales au fur et à mesure qu'elle élèverait la machine section par section. « Travail d'équipe », elle a dit avec un petit sourire. « La mécanique n'est jamais un travail solo. Mon père disait toujours « La machine peut être forte, mais 4 mains travaillent mieux que 2 et 8 mieux que 4. » Elle a attaché les câbles d'acier à des points d'ancrage de la structure du semoir, puis elle a connecté les autres extrémités à un tracteur Massey Ferguson qui était proche. Elle n'allait pas tirer brusquement. Cela pourrait casser des composants.
Elle allait appliquer une traction constante et contrôlée pendant qu'elle manipulait le système hydraulique du semoir pour redistribuer le poids. Et alors a commencé la phase finale. Léa est remontée dans la cabine, cette fois pour opérer les commandes hydrauliques manuellement. Elle avait un des ouvriers agricoles, un homme appelé Gérard, 53 ans, qui travaillait dans ce domaine depuis 28 ans, à côté du tracteur, prêt à appliquer la traction quand elle signalerait. « Attention !» Léa a crié. « Je vais libérer les verrous de sécurité du système hydraulique. Quand je ferai signe, Gérard, tu appliques une traction douce, très douce, même pas 10% de la puissance du tracteur. » Elle a accédé à l'ordinateur de bord du semoir, maintenant fonctionnant avec les configurations d'origine d'usine sans la puce illégale. Elle a navigué à travers les menus numériques jusqu'à trouver ce dont elle avait besoin. Le système de sécurité qui maintenait tous les cylindres hydrauliques bloqués. Avec une séquence spécifique de commandes qu'elle avait mémorisées à force de travailler avec des machines John Deere, elle a désactivé les verrous. Immédiatement, le semoir a fait un léger soubresaut. Les cylindres hydrauliques, maintenant libres, ont commencé à s'ajuster alors que la pression interne se redistribuait. Léa observait chaque indicateur sur le panneau numérique, chaque nombre, chaque graphique de pression en temps réel. Maintenant, Gérard, elle a fait signe par la fenêtre de la cabine. Le tracteur Massey Ferguson a commencé à tirer lentement. Les câbles d'acier se sont tendus jusqu'à devenir rigides comme des barres métalliques. Le semoir a gémi à nouveau, un son profond et aigu en même temps. Les roues arrière ont tourné. 1 centimètre vers la gauche. Arrêt. Puis 2 centimètres de plus. Maintiens la tension, elle a crié. Elle a manipulé les commandes hydrauliques individuelles, ajustant cylindre par cylindre dans une séquence presque musicale. Elle élevait la section gauche un peu, puis la droite, puis nivelait, transférant le poids d'une extrémité à l'autre de manière calculée, mathématique. Et alors, mes chers amis, c'est arrivé. Le semoir a commencé à bouger. Pas de manière brusque, pas en sautant hors de la boue comme dans un film d'action, mais en glissant, presque en flottant, centimètre par centimètre. Les pneus trouvaient appui sur les cales en bois que Léa avait positionnées, la traction du tracteur, fournissant juste l'impulsion nécessaire. 10 centimètres, 20, 50, 1 mètre. Les ouvriers agricoles ont commencé à crier de joie. Certains applaudissaient, d'autres poussaient des cris aigus de célébration parce que cette machine, ce semoir gigantesque de 4 millions d'euros, que 20 professionnels avec doctorat n'avaient pas réussi à bouger, était en train d'être libéré de la boue par une mécanicienne de 24 ans qu'ils avaient vue être humiliée 30 minutes auparavant. 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Finalement, le semoir était sur un terrain ferme, complètement libre. Léa a éteint le système auxiliaire, est descendue de la cabine et a fait signe à Gérard d'arrêter le tracteur. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a marché autour du semoir une dernière fois, vérifiant visuellement les composants, s'assurant qu'aucun dommage ne s'était produit pendant l'opération. Puis, elle a pris un chiffon et a nettoyé ses mains, qui étaient couvertes de graisse et de boue. « Voilà », elle a dit simplement, regardant le châtelain Arnaud. La machine est libre. Les systèmes hydrauliques et pneumatiques sont rétablis aux configurations d'usine. Vous pouvez continuer les semailles. Mais, elle a fait une pause, je recommande fortement une révision complète de tous les capteurs de pression avant de fonctionner à nouveau. Et s'il vous plaît, n'installez plus de puces illégales de performance. Elles peuvent sembler avantageuses à court terme, mais les conséquences arrivent toujours. Le châtelain Arnaud ne pouvait pas parler. Il regardait Léa, puis le semoir, puis Léa à nouveau, comme s'il était en train de traiter une réalité qui ne rentrait pas dans la vision du monde qu'il avait construite au cours de 58 ans. Dr Sébastien Moreau a été le premier à briser le silence. Il a commencé à applaudir, lentement au début, puis plus fort, et alors d'autres se sont joints. Les 20 professionnels qui avaient échoué applaudissaient maintenant la compétence de quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé réussir. Les ouvriers agricoles applaudissaient et criaient avec un enthousiasme genuin.
Vincent Mercier était debout seul, les mains le long du corps, l'expression vide. Le spectacle d'humiliation qu'il avait orchestré s'était complètement retourné contre lui et il ne savait pas comment traiter cela. Léa n'a pas souri de manière triomphante, ne s'est pas moquée, n'a pas cherché la vengeance. Elle a simplement fait un signe de remerciement, a pris sa boîte à outils et a commencé à marcher vers le pick-up. Avant qu'elle puisse y arriver, une voix inconnue l'a arrêtée. « Ma petite, attends un instant. » La voix appartenait à un homme que personne n'avait remarqué jusqu'à ce moment. Il était éloigné du groupe principal, observant toute la scène de loin, appuyé contre un Toyota Hilux argenté discret, sans ostentation. C'était un monsieur de 61 ans, cheveux grisonnants bien coupés, chemise boutonnée simple, jeans et bottes en cuir usées par l'utilisation. Pas ces bottes italiennes à 15 000 € du châtelain Arnaud, mais des bottes de quelqu'un qui travaillait vraiment la terre. Léopold Beaumont, président de l'Association régionale des producteurs de blé du centre. Il a marché vers Léa à pas tranquille. Et il y avait quelque chose dans sa posture qui irradiait une autorité naturelle. Pas l'autorité arrogante et imposée du châtelain Arnaud, mais celle qui vient de décennies de travail honnête, de respect conquis à travers les actions et non l'argent. « Mademoiselle », Léopold a dit quand il s'est approché de Léa, « j'ai tout regardé depuis le moment où vous êtes descendu de ce pick-up. Et je dois dire une chose. En 38 ans à travailler dans l'agriculture, dont 20 comme président de l'association, je n'ai jamais vu une démonstration de compétences techniques aussi impressionnante que celle que vous venez de faire. » Léa était légèrement gênée, pas habituée à des compliments aussi directs. « Merci, monsieur, j'ai juste fait mon travail. » « Non. » Léopold a secoué la tête. « Vous avez fait beaucoup plus que cela. Vous avez diagnostiqué un problème que 20 professionnels n'ont pas réussi à identifier. Vous avez exposé une fraude technique qui mettait en danger non seulement ce domaine, mais potentiellement d'autres propriétés qui auraient pu être convaincues de faire des modifications illégales similaires. Et vous avez fait tout cela en maintenant dignité et professionnalisme, pendant qu'on vous humiliait délibérément. » Il s'est alors tourné vers le châtelain Arnaud, et l'expression chaleureuse a complètement disparu, remplacée par quelque chose de froid et dur comme l'acier. « Ah, Arnaud, nous devons parler, maintenant. » Le châtelain Arnaud, qui était toujours appuyé contre son pick-up Ford Ranger, a essayé de retrouver un peu de contenance. « Léopold, je ne savais pas que vous étiez ici. Écoutez, toute cette situation a été un malentendu. » « Malentendu !» Léopold a interrompu, la voix coupante. « Vous avez orchestré un spectacle cruel d'humiliation publique contre une professionnelle qualifiée. Vous avez essayé de transformer son travail en blague. Vous avez caché à 20 techniciens, dont certains que j'ai moi-même recommandés, le fait d'avoir installé des modifications illégales sur un équipement de 4 millions d'euros. Quelle partie de cela est un malentendu ?» Arnaud, silence pesant. Tous les présents observaient, parce que ce n'était plus à propos de mécanique ou de semoir, c'était à propos de quelque chose de beaucoup plus grand. C'était à propos de caractère, de valeur, du type de personne que chacun choisit d'être quand il a du pouvoir sur les autres. Vincent Mercier a essayé d'intervenir. « Monsieur Léopold, avec tout le respect, le patron ici voulait juste... » « Vincent, vous vous taisez maintenant. » Léopold a dit sans même regarder le contremaître. « Parce que vous avez été complice de tout cela. Vous avez suggéré de transformer le travail professionnel de cette jeune femme en divertissement cruel. J'ai entendu. J'étais ici. J'ai entendu chaque mot. » Le visage de Vincent a perdu toute couleur. Léopold a marché jusqu'à être très proche du châtelain Arnaud. « Vous savez combien de producteurs associés nous avons dans le centre ? 342. Vous savez combien nous brassons en achats collectifs d'intrants, semences, produits phytosanitaires ? 80 millions d'euros par an. Le domaine de Bellevue représente environ 8 millions de ce total. Léopold, s'il vous plaît, discutons calmement. » Arnaud a essayé. « Je suis calme, » Léopold a répondu.
Et en effet, il était calme et absolument déterminé. C'est pourquoi je vais vous expliquer avec une clarté totale ce qui va se passer maintenant. À partir de ce moment, le domaine de Bellevue est suspendu de tous les consortiums d'achat de l'association. Vous n'aurez plus accès aux prix négociés. Vous n'aurez plus de priorité en approvisionnement de semences certifiées. Vous n'aurez plus accès au programme de financement collectif. Ah, vous ne pouvez pas faire ça, le Châtelain a explosé. Ça va me coûter des millions. J'ai des contrats, Vous aviez, Léopold a corrigé. Et oui, je peux faire cela. C'est dans les statuts de l'association. Article 17, troisième paragraphe. Une conduite incompatible avec les valeurs de respect et d'éthique professionnelle peut résulter en suspension. Vous recevrez la notification formelle dans 48 heures. Et de plus, il a fait une pause, je vais personnellement recommander au conseil d'administration de la Banque régionale de l'agrobusiness la révision de vos lignes de crédit. Les modifications illégales sur les équipements invalident les assurances et mettent en danger les garanties des financements. Docteur Sébastien Moreau, qui observait tout, a murmuré au collègue « Il va ruiner Arnaud financièrement ?» « Non », le collègue a répondu doucement. « Il va obliger Arnaud à apprendre l'humilité de la manière la plus douloureuse possible. » Le châtelain Arnaud était détruit. On pouvait le voir dans ses yeux, mes chers amis. C'était un homme qui, toute sa vie, avait utilisé l'argent et le pouvoir pour acheter le respect, pour imposer sa volonté, pour se sentir supérieur. Et maintenant, il découvrait que tout cela était fragile. Que quand vous construisez un empire sur l'arrogance, il suffit que quelqu'un expose la vérité pour que tout s'effondre. Léopold, il a essayé une dernière fois, la voix maintenant vraiment désespérée. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Mais s'il vous plaît, ne détruisez pas mon domaine à cause de cela. J'ai des employés, des familles qui dépendent. Vous auriez dû y penser avant, Léopold a dit sans pitié. Alors il s'est tourné vers Léa à nouveau et l'expression dure s'est complètement adoucie. Ma petite, quel est votre nom complet? Léa Moreau, monsieur. Léa, quel âge avez-vous? 24 ans. 24 ans, et déjà avec ce niveau de compétence technique, Léopold a secoué la tête impressionné. Combien d'années d'expérience en mécanique agricole? 7 ans, monsieur. J'ai commencé à 17 ans au garage de José. Mon père était mécanicien. Il m'a enseigné depuis que j'étais enfant. Léopold a hoché la tête comme si cela expliquait beaucoup de choses. Votre père vous a bien enseigné, et j'imagine qu'il serait très fier de vous aujourd'hui. Il a fait une pause. Léa, j'ai une proposition pour vous. L'Association régionale des producteurs a besoin d'une superviseure technique, quelqu'un qui puisse coordonner la maintenance préventive des équipements, former des équipes, donner des conseils aux 342 producteurs associés. Le salaire initial est de 20 000 € mensuels avec tous les avantages. Autonomie totale pour monter votre propre équipe et un budget d'opération que vous administrerez vous-même. 20 000 € mensuels. Vous avez compris? C'était presque 10 fois ce que Léa gagnait au garage. C'était un salaire de cadre, de professionnel hautement qualifié. Et elle avait 24 ans. Léa était sans voix, complètement sans voix. Elle a regardé Léopold, puis le semoir qu'elle venait de réparer, puis les ouvriers agricoles qui observaient avec des sourires de fierté, comme si sa victoire était aussi la leur. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Attendez. Le châtelain Arnaud s'est soudainement écarté du pick-up, les yeux écarquillés. Léa, attends. Je t'offre 60 000 € par mois. Le triple de ce qu'il t'offre. Tu viens travailler ici au domaine de Bellevue comme ingénieur en chef. Tu coordonnes toute l'opération mécanique, tu as une équipe juste pour toi. Arnaud, ayez un peu de dignité, Léopold a dit avec mépris. Mais Léa a levé la main, demandant le silence. Elle a marché jusqu'à se retrouver juste devant le châtelain Arnaud. Et quand elle a parlé, sa voix était calme, mais il y avait de l'acier dans ses mots. « Monsieur le châtelain, vous avez essayé de m'humilier. Vous m'avez transformé en blague. Vous avez fait un spectacle public de ce qui aurait dû être simplement un travail professionnel.
Et maintenant que j'ai prouvé ma valeur, maintenant que j'ai résolu ce que 20 professionnels n'ont pas résolu, vous voulez m'acheter? Elle a secoué la tête. Je ne travaille pas pour des hommes qui ont besoin d'humilier les autres pour se sentir puissants. Et aucun argent au monde ne change cela. Elle s'est tournée vers Léopold. Monsieur Beaumont, j'accepte votre proposition avec beaucoup de fierté. L'explosion d'applaudissements et de cris de célébration des ouvriers agricoles était assourdissante. Ils applaudissaient, sifflaient, criaient le nom de Léa, parce que ce n'était pas seulement qu'elle obtienne un meilleur emploi. C'était à propos de justice. C'était de voir quelqu'un qui avait toujours été sous-estimé, toujours traité comme inférieur, finalement être reconnu pour ce qu'elle était vraiment, extraordinaire. Docteur Sébastien Moreau s'est approché de Léa et a tendu la main. « Mademoiselle, ce fut un honneur de vous voir travailler. Si un jour vous avez besoin de conseils en agronomie, n'hésitez pas à m'appeler, gratuitement, vous le méritez. » D'autres professionnels ont fait de même. Un par un, ces hommes qui, quelques minutes auparavant, observaient avec dédain, faisaient maintenant la queue pour féliciter Léa, pour s'excuser du jugement initial, pour offrir soutien et collaboration future. Le châtelain Arnaud est tombé à genoux, là, devant tout le monde. Ce n'était pas une chute dramatique de feuilleton, c'était l'effondrement d'un homme qui comprenait finalement le poids de ses choix. Et Vincent Mercier, le contremaître qui avait orchestré l'humiliation initiale, est simplement monté dans son pick-up et est parti, incapable d'affronter la réalité de ce qu'il avait fait. 2 ans et demi après ce jour, au domaine de Bellevue, la vie de Léa Moreau avait changé de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quand elle était dans cet atelier à réparer de vieux tracteurs pour le salaire minimum. Maintenant, elle commandait une équipe de 18 techniciens spécialisés, coordonnait la maintenance de plus de 1000 équipements agricoles répartis sur 342 propriétés, et avait créé quelque chose qui était devenu une référence nationale, le programme de formation technique sur le terrain de l'Association régionale des producteurs. Ce n'était pas un cours traditionnel en salle de classe. Non, c'était une formation pratique les mains dans la graisse, sous le soleil brûlant, apprenant à diagnostiquer de vrais problèmes sur de vraies machines. Et le plus important, mes chers amis, 47% des diplômés étaient des femmes. Des femmes qui, comme Léa, avaient été sous-estimées toute leur vie et prouvaient maintenant que la compétence n'a absolument rien à voir avec le genre. Le temps moyen d'arrêt des équipements dans les fermes associées avait chuté de 38%. 8 millions d'euros économisés, des centaines d'heures de travail optimisées. Et tout cela parce que Léa avait implémenté un système de maintenance préventive basé non seulement sur les manuels techniques, mais sur l'observation attentive, sur l'écoute des machines, sur l'anticipation des problèmes avant qu'ils n'arrivent. Mais la plus belle histoire, la transformation la plus profonde, n'avait rien à voir avec les chiffres ou l'efficacité opérationnelle. Elle avait à voir avec un jeune homme de 23 ans appelé Thomas de Fontaine. Oui, mes amis, le fils du châtelain Arnaud. Thomas s'était inscrit au programme de formation de Léa 6 mois après ce jour traumatique dans le champ. Il avait utilisé le nom de famille de sa mère dans l'inscription Thomas Rousseau pour que personne ne sache qui il était vraiment. Parce que Thomas était fatigué. Fatigué de l'arrogance de son père. Fatigué d'être l'héritier d'un empire construit sur le manque de respect, fatigué de porter un nom de famille dont il n'était plus fier. Il voulait apprendre le métier vraiment. Il voulait mettre les mains dans la graisse. Il voulait comprendre les machines, non pas comme des symboles de statut, mais comme des outils qui exigent respect et connaissance. Et Léa, sans savoir qui il était vraiment, l'a accepté dans le programme. Thomas s'est révélé être un élève exceptionnel. Il avait la même capacité d'observation que Léa, le même respect pour les machines, la même humilité de quelqu'un qui comprend qu'il y a toujours plus à apprendre. Il travaillait plus d'heures que tous les autres, posait des questions intelligentes, aidait ses collègues sans attendre de reconnaissance. Ce n'est qu'au 10e mois de formation que la vérité est sortie. Le châtelain Arnaud a découvert où était son fils,
et un vendredi après-midi, il est apparu au centre de formation de l'association, exigeant de parler à Thomas. Léa était là quand cela s'est produit. Elle a vu le châtelain Arnaud, et pendant un moment, tout son corps s'est raidi, les souvenirs de ce jour d'humiliation revenant comme une vague. Mais l'homme qui était devant elle n'était pas le même. Le châtelain Arnaud avait visiblement vieilli. Cheveux plus blancs, épaules légèrement courbées, yeux qui portaient un poids de regret qui fait mal rien qu'à regarder. « Léa », il a dit doucement, retirant son chapeau en cuir dans une démonstration de respect. « Je ne suis pas venu causer de problème. Je voulais juste voir mon fils, voir ce qu'il fait. » Thomas est sorti du hangar de formation à ce moment, les mains sales de graisse, combinaison tachée, sourire au visage, parce qu'il venait de diagnostiquer correctement un problème complexe dans un système hydraulique. Quand il a vu son père, le sourire a disparu. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Thomas ?» Arnaud a fait un pas en avant, la voix émue. « J'ai découvert où tu étais. Et je devais voir de mes propres yeux. »« Voir quoi? Voir que ton fils a abandonné d'être héritier de riches fermiers pour être mécanicien ?» Thomas a dit avec amertume. « Voir ?» Arnaud a répondu, et des larmes ont commencé à couler sur le visage de cet homme qui n'avait jamais pleuré en public. Que mon fils a trouvé la dignité dans un travail honnête, qu'il a choisi d'apprendre au lieu d'hériter, qu'il est devenu l'homme que je n'ai jamais eu le courage d'être. Silence absolu. Léa sentait son propre cœur serré. « Thomas, » Arnaud a continué, « j'ai passé 2 ans et demi à penser à ce qui s'est passé ce jour-là, à ce que j'ai fait à Léa, au type d'homme que je suis devenu, et j'ai honte, beaucoup de honte, mais j'ai aussi une chance de faire différemment, d'utiliser ce qui reste de ma richesse pour quelque chose qui compte. » Il s'est tourné vers Léa. « Alors, Léa, j'ai établi un fonds de bourse d'études. 2 millions d'euros par an pour les jeunes de zones rurales qui veulent étudier la mécanique, l'agronomie, l'ingénierie agricole. La moitié des bourses réservées exclusivement aux femmes. Et il a respiré profondément, je veux personnellement remettre ces bourses chaque année. Je veux raconter mon histoire. Je veux raconter comment mon arrogance a presque tout détruit. Je veux que ces jeunes apprennent de mes erreurs. » Léa a regardé cet homme qui l'avait humiliée et a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré voir. Une transformation genuine. Ce n'était pas parfait, ça n'effaçait pas le passé, mais c'était réel. « Monsieur le châtelain, » elle a dit doucement, « tout le monde mérite une seconde chance. Si vous êtes vraiment engagé dans cela, dans l'utilisation de votre histoire pour aider les autres, alors j'accepte votre soutien. » Thomas a embrassé son père, là, tous les deux pleurant, commençant le long processus de reconstruire une relation brisée. Et aujourd'hui, mes chers amis, quand vous visitez l'association régionale des producteurs du centre et que vous voyez ces jeunes techniciens travailler, 47% de femmes de toutes origines, de toutes histoires, vous comprenez que ce jour au domaine de Bellevue n'était pas seulement à propos de réparer un semoir. C'était à propos de réparer quelque chose de beaucoup plus grand. C'était à propos de prouver que la dignité, la compétence et le respect valent plus que l'argent. C'était à propos de montrer que la transformation est possible quand nous choisissons l'humilité au lieu de l'orgueil. Et c'était à propos d'une jeune mécanicienne de 24 ans qui, avec les mains sales de graisse et le cœur plein de dignité, a changé non seulement une machine, mais toute une communauté. Parce qu'à la fin, mes amis, le talent ne demande pas la permission. Il se manifeste simplement. Et quand il se manifeste avec intégrité et respect, il transforme tout autour de lui. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à Moteurs et Espoirs et de me dire dans les commentaires de quelle région de France tu nous regardes. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.